Moi, j'aimerais laisser la parole à Virginie Resson-Victor, chercheure, auteure de plusieurs ouvrages, présidente du laboratoire de recherche spécialisé en géopolitique prospective. Elle est déjà intervenue auprès de l'UMI lors d'un congrès. Elle a fait sensation. Je pense, Madame, si vous êtes présente, parce que je ne vous vois pas encore à l'écran, Je le suis. merci, que nous avons besoin de savoir comment envisager l'avenir. En tout cas, nous avons besoin d'innover. Hein, je le disais tout à l'heure dans mon discours, plus que jamais, on se doit d'être inventif. Donc, on attend de vous quelques recettes, non pas de cuisine, celles-là, normalement, on les connaît, mais quelques recettes. Je Écoutez, laisse la merci parole. beaucoup. Est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. Super. Merci beaucoup pour votre invitation. Déjà, j'avais été très heureuse d'être avec vous à Biarritz, effectivement, en novembre dernier. Et donc, je suis très contente d'être avec vous à nouveau aujourd'hui. Euh, et d'autant plus que j'ai moi-même des membres de ma famille dans votre secteur d'activité, qui n'est pas du tout le mien au départ, hein. Donc, je me sens particulièrement concernée par ce qui vous arrive aussi à titre personnel. Donc, voilà, c'est une autre raison pour moi d'être heureuse de participer à cette réflexion. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, à Biarritz, j'avais paramétré un petit peu le futur du tourisme. Et dans les grands paramètres, dans les grands aléas que je citais, j'en avais cité 2 sur 4 ou 5 qui étaient pour essayer de faire prendre conscience des risques qu'ils représentaient. C'était la fermeture des frontières et la survenue d'une pandémie. Croyez-moi, je ne pensais pas du tout que l'histoire me donnerait raison aussi vite. Je le regrette. Mais tout ça pour dire que c'est ça, la prospective, qui est mon travail. Il est toujours intéressant, comme vous l'avez dit d'ailleurs très justement, et j'aime beaucoup cette formule que je ne connaissais pas, en l'occurrence, ne cherchons pas l'ennemi, mais l'enseignement. Et c'est donc ce que je vais essayer de faire en utilisant toujours cette méthode de paramétrage qui est celle de la prospective. Alors auparavant, juste un petit rappel pour savoir où est-ce que on entrevoit le secteur du tourisme d'ici quelques mois. Je ne sais pas si vous avez lu dans vos journaux hier, je crois que c'était, enfin moi c'est là que je l'ai lu hier, les principales conclusions d'une étude qui a été réalisée par la CNUSED, donc l'ONU, et selon lesquelles les restrictions liées à la pandémie de Covid-19 devraient se traduire dans les prochains mois par un manque à gagner allant de 1000 à 3000 milliards d'euros pour le tourisme international et les secteurs liés. C'est-à-dire qu'il y a le manque à gagner pour le tourisme, mais aussi donc les hôtels, les restaurants, mais aussi les producteurs qui vendent aux hôtels leurs produits agricoles, les banques qui ont accordé des prêts aux hôtels, les producteurs d'énergie, etc. Donc c'est vraiment une vision globale du tourisme, mais c'est aussi une vision systémique telle qu'il faut aujourd'hui la considérer. Et donc, la variable du scénario de la CNUSED, en fait, évidemment, c'est la durée de la pandémie, parce qu'on n'en est pas du tout sorti, même si en France, on peut avoir cette impression-là. En réalité, on n'a pas atteint le pic mondial encore. Donc, la durée de la pandémie et les mesures de restriction qu'elle va imposer. On calcule par exemple que si l'interruption du tourisme ne dépasse pas 4 mois, c'est-à-dire aujourd'hui, on perdrait le PIB mondial, enfin ça représenterait une perte de 1,5 du PIB mondial. Si on passe à une pandémie qui dure, des restrictions qui durent 8 mois, là on passe à près de 3% du PIB mondial. Et si ça devait s'étaler sur un an, durer un an, ça serait plus de 4% du PIB mondial. Donc vous voyez bien tout l'enjeu de trouver un vaccin et de mettre fin à cette pandémie. Et quant aux pays les plus touchés par la crise, alors il y a deux critères. Soit c'est par rapport à le poids du secteur du tourisme dans leur économie. Et dans ce cas-là, les pays les plus touchés sont la Jamaïque, suivi de la Thaïlande, de la Croatie et du Portugal. Maintenant, si on parle en valeur absolue, en montant, ce sont les États-Unis et la Chine d'abord, suivis par la Thaïlande, la France, l'Allemagne, l'Espagne, le Royaume-Uni et l'Italie. Alors, à partir de là, donc, qu'est-ce qu'on peut faire et surtout, comment est-ce qu'on peut rebondir? Quelle est la bonne méthodologie pour savoir comment rebondir? Ben pour répondre, je vous propose de suivre deux pistes parallèles, de suivre en même temps deux pistes. La première consiste à identifier les contraintes qu'il va falloir désormais prendre en compte pour s'ajuster au monde d'après, au monde post-Covid, et puis aussi pour être moins exposé à une possible prochaine crise ou reprise de la crise. Et en même temps, deuxième piste, ça consiste à convertir finalement ces contraintes en levier pour construire
le tourisme du futur. Alors j'en ai identifié 6 de pistes. Donc la première, c'est la limitation. Elle paraît évidente. Hein. C'est la limitation de la circulation et l'ouverture tout à fait aléatoire des frontières. Et auparavant, avant de la développer, je vais juste faire une toute petite parenthèse sur le lien entre tourisme, pandémie et frontières. Je vous rappelle que le tourisme a joué un rôle très actif dans l'accélération de la pandémie, le tourisme international, j'entends, qui a joué un rôle très actif dans l'accélération de la pandémie, puisque le virus s'est propagé d'abord par le TGV et par avion sur le sol chinois, d'où il a rejoint des ports et des aéroports, et où il est parti en Corée, en Iran, en Italie, en France, en avion, mais aussi donc à bord des bateaux de croisière. Et donc à partir de là, il est cohérent, il est logique que les gouvernements veuillent rester très prudents en limitant, en gardant le contrôle sur les flux de personnes et sur l'entrée sur leur territoire. Et donc, c'est bien logique aussi que si un certain nombre de frontières européennes viennent d'être rouvertes, et si nous, en France, nous sommes tous repassés en zone verte, en fait, ce n'est pas le cas partout. D'abord, un grand nombre de frontières resteront fermées. L'Europe restera fermée à un grand nombre de pays, par exemple, et dans le sens inverse aussi. En tout cas, pour les prochaines semaines, par exemple, entre l'Europe et les États-Unis. Et puis, on voit bien aussi qu'on n'est pas à l'abri d'une deuxième vague de restrictions et de confinement en cas de reprise d'épidémie, puisque c'est déjà le cas dans plusieurs pays où le déconfinement avait eu lieu et où il y a des reconfinements, en Allemagne, en Suisse ou aux États-Unis, même si c'est très local, ou en Italie aussi, même si ce sont des restrictions potentiellement très locales. Bon, maintenant, on peut penser quand même qu'à terme, plus ou moins en tout cas, quand le vaccin sera découvert, les frontières vont réouvrir. Mais il faut garder en tête pour l'avenir du tourisme, pour le futur du tourisme, d'abord que la fluidité des mobilités internationales, ce n'est plus un dogme. Ça l'a été pendant 30 ans, ça n'en est plus un. Et vous avez vu, en plus, on peut modifier ce dogme. Enfin, ce dogme a été mis à mal en quelques jours, voire en quelques heures. Et l'autre chose qu'il faut garder en tête, c'est que la pandémie de Covid-19, qui nous paraît exceptionnelle, en réalité, elle n'exclut absolument pas qu'une autre pandémie du même type ou d'un type différent se développe dans les prochaines semaines, puisque les facteurs qui prédisposent à ce type de phénomène épidémiologique, eh bien, en réalité, ils restent tout aussi actifs qu'avant. Ce qui veut dire, sauf justement le tourisme international qui est un vecteur d'accélération des pandémies. Ce qui veut dire aussi que donc désormais le secteur touristique va devoir s'appuyer davantage sur la demande locale pour réduire son exposition à ce type de risque et sa dépendance au tourisme international et à l'ouverture des frontières. Le corollaire de cette contrainte, c'est aussi probablement la fin du tourisme de masse, en tout cas pour les 2 prochaines années. Même si, en réalité, sur ce point, d'ailleurs, on en avait parlé à Biarritz, je me souviens, cette disparition du tourisme de masse, en tout cas cette régression du tourisme de masse, était déjà largement programmée pour plusieurs raisons d'ailleurs, mais qui n'avaient rien à voir avec le Covid. Deuxième piste de réflexion, ce sont les contraintes sanitaires, vous venez de l'évoquer assez largement. Donc, je parle évidemment du masque, du port du masque, je fais aussi référence aux distanciations sociales, et puis bien sûr à l'exigence accrue de propreté, d'hygiène, de désinfection. Et si on peut imaginer et on peut espérer même que ces contraintes seront levées à plus ou moins long terme, il reste important de les intégrer comme une pratique durable et de développer une sorte de tourisme. Alors en anglais on dit low touch, ça veut dire sans contact, qu'il s'agisse de la présentation des petits déjeuners, du paiement, de l'aménagement des hôtels, des flux de circulation dans les restaurants, a fortiori dans les bateaux de croisière, etc. Je fais un parallèle avec l'architecture des EHPAD qui va être complètement repensée désormais à l'aune des cas de pandémie comme celui qui vient d'avoir lieu. Et ces exigences sanitaires et plus généralement exigences d'hygiène, en réalité, elles sont d'autant plus importantes que les Européens vieillissent et qu'ils représentent une part importante de votre clientèle, de la clientèle de séjour et de la clientèle de gastronomie. Un petit peu moins pour le monde de la nuit, quoique, on ne sait jamais, mais en tout cas pour les hôtels et les restaurants, c'est une clientèle tout à fait importante. Et à ce propos, donc, avant même que l'épidémie assigne nos seniors, nos aînés à résidence, la problématique du vieillissement donc de la population replaçait déjà
certaines exigences au cœur de votre secteur d'activité, que ce soit les exigences de sécurité, mais aussi d'accès aux soins en cas de besoin, des exigences de possibilité de rapatriement, d'accessibilité et d'ergonomie des locaux ou des sites à visiter, etc. Donc on voit bien qu'on a la contrainte Covid qui vient s'ajouter à un faisceau de contraintes déjà liées aux questions de sécurité, de santé et d'hygiène. Troisième contrainte dont il va falloir tenir compte et qui évidemment découle directement des deux précédentes, c'est la mise à l'arrêt du transport aérien. Pour mémoire, moi ce chiffre vous avez cité quelques chiffres tout à l'heure, moi j'en ajoute un autre. En 2019, on avait atteint un record avec 4,6 milliards de trajets aériens réalisés, effectués en 2019 donc. Eh bien, un an plus tard, à la même date, on en comptait seulement 47 millions, soit autant qu'à la même date en 1978. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le taux de fréquentation aérienne correspond à celui de l'année 1978. Maintenant, alors évidemment, on peut penser que c'est exceptionnel puisque c'est lié à la fermeture des frontières et à l'interdiction de circuler et au confinement, mais pas seulement. Puisque quand on réfléchit à l'avenir du trafic aérien et donc au tourisme international, il est aujourd'hui très difficile de faire des prévisions pour plusieurs raisons. D'abord, il y a la fragilisation et désormais la fragilité des avionneurs et des compagnies aériennes avec l'impact de la récession. Je ne sais pas si vous avez lu, rien que ces derniers jours, on a annoncé 15 000 suppressions de postes chez Airbus, 7 500 chez Air France. Donc on voit bien qu'il y a une contraction importante des emplois et de l'activité dans le secteur aérien. Ensuite, incertitude liée au maintien de la fermeture de nombreuses frontières et au risque de reconfinement des populations qui restera présent tant qu'on n'aura pas découvert de vaccin et qu'on n'aura pas vacciné une majorité de la population. Incertitude liée aussi à l'interdiction des vols, la nouvelle interdiction des vols sur les distances moyennes, c'est-à-dire que le train peut couvrir en moins de 2 heures et demie, et qui évidemment va modifier le modèle économique des compagnies aériennes. Même chose pour l'exigence de distanciation sociale à l'intérieur des appareils, ce qui fait qu'évidemment, à prix égal du billet, le modèle économique ne fonctionne pas. Et puis aussi, bien sûr, avec la contrainte de mettre au point des appareils qui soient plus sobres pour respecter les nouvelles normes et les nouvelles règles carbone, en termes d'impact carbone. Et donc, à l'horizon des prochaines années, il est très improbable qu'on revienne à un transport aérien tel qu'on l'a connu, donc jusqu'à il y a quelques mois. Au-delà de ces 2-3 prochaines années, ça va dépendre évidemment donc, de la mise au point du vaccin, des mesures qui vont être prises dans le cadre de la mobilisation internationale contre le réchauffement climatique. On peut imaginer la mise en place de taxes carbone, à une augmentation, donc à l'évolution du prix du billet, qui pourrait être prohibitif pour une partie des touristes, à la portée de la crise économique et à sa durée, bien sûr, et puis aussi à l'évolution des pratiques touristiques, à leur relocalisation. Alors pour l'instant, c'est un petit peu sous contrainte, mais on peut penser aussi qu'il y a quelque chose de tendanciel sur le long terme, sur une volonté de repratiquer un tourisme moins éloigné, moins distant. Et ça va dépendre globalement aussi de l'évolution du désir de la clientèle, avec par exemple l'interdiction possible des publicités pour les produits dits intensifs en carbone, ce qui pourrait être le cas de l'avion. Jusqu'à présent, on sait que les publicités influençaient beaucoup les pratiques touristiques puisqu'elles créent du désir. Et donc, les pubs pour des destinations lointaines fabriquaient finalement quasiment des marqueurs sociaux et exerçaient une invitation à partir loin. Et donc, le rôle de la publicité, à partir du moment où ces publicités-là sont interdites, on peut imaginer que d'autres destinations prennent le pas. Donc, c'est pas fait, mais c'est dans les possibles. En tout cas, ça souligne que pour l'avenir, il est important de créer une clientèle très diversifiée, de ne pas se mettre en dépendance d'une seule clientèle, a fortiori si elle dépend elle-même des flux aériens. Et puis, l'importance, et c'est pour ça que je citais l'histoire de la publicité, de bien savoir cibler sa clientèle, justement, pour pouvoir se distinguer par rapport à d'autres offres. Ce qui nous amène à une quatrième contrainte, justement, liée cette fois à une clientèle tout à fait spécifique, puisque je vais vous parler un tout petit peu du tourisme d'affaires et du recul, évidemment, du tourisme d'affaires.
c'est logique, hein, avec l'interdiction des grands rassemblements, surtout en lieux fermés. C'est évidemment tout le secteur du tourisme d'affaires et de la restauration de l'événementiel qui a été impacté. Heureusement, la situation doit s'améliorer, en même temps que la situation sanitaire s'améliorera, mais on peut penser là aussi que ça va rester fragile, et ça pour 2 raisons. D'abord, l'imprévisibilité de l'épidémie, de l'évolution de l'épidémie, et d'autre part, le développement, l'émergence et le développement de nouvelles pratiques. Vous l'avez évoqué vous-même tout à l'heure, et on devait être ensemble à Dijon, on est chacun chez nous, chacun chez soi, parce que à la faveur de cette pandémie, de nouvelles pratiques se sont développées, comme la visioconférence, les téléréunions, le télétravail, et donc évidemment, avec ce développement du travail à distance, eh bien, les déplacements professionnels sont amenés à diminuer. Surtout que, en même temps, la contrainte budgétaire qui pèse sur les entreprises en période de crise économique, pour ne pas dire de récession, eh ben, ça conduit aussi à réduire certains postes de dépenses, et en particulier celui des déplacements. On va être beaucoup plus exigeant sur la valeur ajoutée du déplacement. Enfin, si on ajoute à ça la fermeture des lignes aériennes et des domestiques, enfin des courriers courts, comme on dit, ça aussi, ça peut contribuer évidemment à réduire les déplacements professionnels sur certaines distances. Et donc, ce sont autant de critères qu'il va falloir intégrer pour peut-être proposer d'autres services et offrir une autre plus-value finalement aux déplacements d'affaires, et puis aussi pour améliorer la flexibilité. Alors, côté levier, on peut imaginer l'aménagement de chambres comme des lieux de travail, on peut penser à la qualité de l'accès à Internet, qui est tout à fait essentiel. On peut penser à l'équipement d'appareils de visioconférence dans les hôtels, à des offres qui combinent le travail et le loisir pour optimiser le déplacement. On peut penser aussi, évidemment, à toute la question de la flexibilité du service de réservation et de remboursement en cas d'impossibilité ou de report. Donc voilà pour le tourisme d'affaires, mais bien sûr, évidemment, et qui est largement lié, comme je l'ai dit, à la contrainte économique aussi. Mais cette contrainte économique, elle va peser bien sûr pas seulement sur le tourisme d'affaires, mais sur la plus grande partie de la clientèle, ce qui m'amène donc à ma cinquième contrainte, mon 5e point, qui est la contrainte économique, la récession. Alors, en termes de prévision, là aussi, il est extrêmement difficile de faire des prévisions au-delà de 2021. Mais d'ores et déjà, ce qu'on sait, c'est qu'on entre de toute façon dans la plus grave récession qui a jamais été observée depuis près d'un siècle, c'est-à-dire depuis la crise de 29. Selon l'OCDE, le PIB mondial devrait reculer d'au moins 6% en 2020, un petit peu moins selon le FMI. Cela dit, le FMI n'arrête pas de changer ses chiffres pour les réviser à la hausse ou à la baisse, selon d'où l'on part. On parle aussi d'un taux de chômage dans la zone euro qui passerait de 5,4% en 2019 à quasiment le double, à plus de 9%, 9,2% en 2020, et même 11,5% en 2020 et 2021 en France. Pour la suite, l'OCDE a élaboré 2 scénarios possibles, l'un où l'épidémie est maîtrisée et l'autre où une seconde vague de contagion vient frapper les sociétés avant la fin de l'année. Dans le premier cas, en cas de fin d'épidémie, l'activité économique européenne devrait reculer d'environ 9%, et même 11,5% pour la France. Dans le cas où l'épidémie, où il y aurait une deuxième vague, en tout cas, elle reculerait cette fois l'activité économique européenne reculerait de 11,5%, et l'Europe et même plus de 14% en France. Donc, autrement dit, dans tous les cas, pour la suite, et même si donc ces chiffres vont encore varier de semaine en semaine, on va observer une contraction des revenus, donc des dépenses, ce qui évidemment va continuer d'impacter le tourisme et la restauration, bien au-delà des seules restrictions sanitaires qui ne sont plus la seule raison de ne pas aller au restaurant ou à l'hôtel. Après, évidemment, d'une catégorie de touristes à l'autre, les effets ne vont pas être les mêmes. Alors, si on prend je vais prendre quatre exemples. L'effet le plus massif, ce sera d'abord probablement et même certainement un changement de destination par contrainte ou par choix, et globalement donc une relocalisation des destinations et une renationalisation, si je puis dire, de la clientèle. Et donc évidemment, dans mon métier, il s'agit d'en tenir compte, mais là, je ne vous apprends rien.
Deuxième effet probable, des périodes de vacances moins longues, quitte à les multiplier dans l'année si la situation s'améliore. Autrement dit, une fragmentation, c'est déjà une tendance qui existait, hein, mais là qui est évidemment fortement renforcée, forcément accentuée par la crise économique, qui est donc une fragmentation des voyages, à la fois sur l'année, mais aussi peut-être d'une année à l'autre, pour les plus grands voyages dont on réduira la fréquence. On peut très bien imaginer qu'un certain nombre de familles se disent qu'elles continueront de voyager à l'étranger, mais peut-être une année sur trois, et que 2 années sur trois, elles resteront en France pour les Français, en Allemagne pour les Allemands. Troisième effet possible, l'augmentation du tourisme chez les amis ou dans les propriétés familiales. D'abord parce que ça coûte moins cher, et puis c'est perçu comme moins risqué. On n'a rien à annuler, enfin en cas d'annulation, c'est quand même beaucoup moins risqué. En termes sanitaires, on maîtrise mieux, etc., etc. Enfin, quatrième effet, des voyages sans doute plus sobres, à la fois pour limiter les dépenses, pour des raisons économiques évidentes, mais aussi par prudence sanitaire, mais aussi par prise de conscience écologique. Et donc, si on s'en tient à ces probables évolutions pour les 2 prochaines saisons, et peut-être aussi pour la suite, il est absolument essentiel on doit faire avec, donc que ça soit au niveau des prix, et ça je sais bien que c'est très difficile à entendre, mais on peut imaginer qu'une progressivité plus marquée des prix peut aider à la reprise de l'activité, et puis aussi en renouvelant l'offre et en la diversifiant, ça aussi vous l'avez dit tout à l'heure, pour l'ajuster à la fois à cette contrainte économique de la clientèle, mais aussi pour tenir compte en même temps d'une sixième et dernière contrainte que je voudrais évoquer aujourd'hui. Et là, je vais parler cette fois des exigences écologiques et sociétales. La contrainte écologique et sociétale. En réalité, là, il s'agit d'une catégorie de contraintes qui avait déjà largement émergé avant la crise du Covid. On l'avait pas mal évoqué d'ailleurs à Biarritz. Mais il est clair qu'en accélérant la prise de conscience et en interrogeant nos modes de vie, la pandémie est venue élargir cette tendance au-delà des CSP+, et des bobos des grandes métropoles. Si on commence par l'exigence, si on pense d'abord à l'exigence écologique, dont je vous rappelle qu'elle vise à réduire l'empreinte des activités humaines sur la biosphère pour limiter le réchauffement climatique et pour limiter le recul de la biodiversité, eh bien, cette contrainte, on peut imaginer qu'elle se décline de plusieurs façons. D'abord, dans vos métiers, j'entends. Dans l'architecture, par une exigence d'isolation plus grande, par l'usage de matériaux de construction qui soient produits localement, dans l'usage de l'eau, en limitant encore plus le gaspillage, mais aussi par la récupération des eaux de pluie, en privilégiant l'énergie décarbonée, en développant le chauffage au solaire, en maîtrisant la consommation de la climatisation ou du chauffage selon, et bien sûr en sensibilisant les clients sur ces sujets-là. Autre façon de décliner cette contrainte, l'utilisation de produits d'entretien d'origine naturelle et hautement biodégradables, le recours à l'économie circulaire, d'autant plus que ça devient socialement de plus en plus acceptable. L'abandon, bien sûr, du plastique à usage unique, et je connais les réponses sur la difficulté, il n'empêche que c'est quand même quelque chose, une tendance qui est durable, et la préférence aux matériaux écologiquement neutres. Bien sûr, la préférence au circuit court, vous l'avez évoqué tout à l'heure, hein, pour l'achat des produits agricoles dans la restauration, l'achat donc de produits de région, de saison, issus de préférence d'une agriculture raisonnée. La proposition, la diversification des menus avec une plus large offre de menus sans produits animaux ou en tout cas sans viande et sans poisson pour les végétariens d'une part, les véganes d'autre part, sans nécessairement les discriminer dans le vocabulaire. La mise en place aussi d'une politique de compensation de l'empreinte carbone au niveau des hôtels, des restaurants, puisque raisonnablement, on peut penser qu'il va arriver un jour où, comme pour les billets d'avion ou de train, c'est déjà le cas, il va falloir pouvoir afficher le bilan carbone d'une nuitée ou d'un repas. Et donc, dans tous les cas, la tendance préexistante et qui s'amplifie va privilégier peu à peu ceux qui peuvent déjà faire un tel affichage, si je puis dire. Et donc, le défi pour les autres qu'il faut relever consiste entre guillemets, à préserver le désir et le plaisir, tout en réduisant l'empreinte écologique et la mauvaise conscience des clients qui ont besoin, et j'aime bien cette formule, de faire bien en se faisant du bien. Voilà.
Même chose pour le tourisme de masse et les grands complexes hôteliers, dont on voit désormais de moins en moins la valeur ajoutée, mais en revanche, on voit de plus en plus l'impact délétère sur les paysages ou sur les écosystèmes locaux. En d'autres termes, il est possible que nous soyons en train d'entrer dans l'ère du small is beautiful et que le luxe change de dimension, que la notion de luxe évolue, puisque pour toute une partie de la clientèle, le luxe désormais, c'est moins la profusion matérielle et la qualité de remplissage du minibar que la rareté de l'expérience et la rareté du lieu. Même le camping peut redevenir une expérience de luxe à partir du moment où le lieu est extraordinaire, l'expérience inédite et le service de très haute qualité. Et pour vous illustrer cette tendance-là, je vais juste prendre 4 exemples, 4 illustrations. D'abord, le succès des nuitées en parc animalier. Pourtant, c'est assez cher pour la qualité du service et des chambres, mais on voit que c'est complet des mois et des mois à l'avance. Et là, c'est bien là où on passe à un tourisme d'expérience. Le prix exorbitant qui est pratiqué par la chaîne d'hôtels Aman pour passer une nuit sous tente en pleine nature en Inde. Certes, ce sont de très belles tentes et une très belle nature. Il n'empêche qu'on parle de plusieurs milliers d'euros la nuit. Troisième, et il y a une clientèle et c'est complet. Troisième illustration, les organisateurs de croisière qui ont constaté que la présence à bord d'une personnalité séduit autant, voire plus que la destination elle-même. Donc là encore, on parle d'exclusivité et d'originalité. Et enfin, je ne sais pas si vous avez vu ce sondage qui montrait que pour une très large majorité des jeunes, le premier critère de choix, moi j'avoue que j'étais assez étonnée, mais le premier critère de choix d'une destination, c'est en gros, entre guillemets, l'affichabilité sur Instagram. Ce qui compte, c'est de pouvoir montrer sur Instagram qu'on a une expérience tout à fait différente, singulière, et que, en gros, on puisse frimer avec. Ce qui signifie donc que si pour la classe moyenne, le prix va devenir un critère déterminant dans ses choix de vacances, pour toute une série, enfin, pour une autre catégorie de clientèle qui est peut-être moins fragile sur le plan économique, eh bien, c'est donc davantage la singularité et la personnalisation de l'expérience qui sera déterminante, en plus du bilan écologique final du produit. Et puis enfin, à ces premières catégories de voyageurs que j'ai évoquées, voyageurs d'affaires, de luxe, plus écologiques ou plus modestes, eh bien, on va en ajouter deux autres pour terminer cet exposé. Deux autres catégories. La catégorie de ceux qui sont en recherche d'expériences sportives, humaines, proches de la nature, et puis la clientèle dite à mobilité réduite. Alors commençons par ceux qui sont en recherche d'expériences humaines, sportives, etc. Qu'il s'agisse de faire un séjour à la ferme, de faire une transhumance avec les moutons, de vivre dans une cabane, de traverser la France en vélo, d'apprendre la pêche à la mouche ou d'apprendre la spéléologie. En fait, ces touristes-là, ils ont toujours existé. Mais on voit que leur nombre augmente, d'une part avec la prise de conscience écologique et le désir de revenir vers des modes de vie plus lents, plus raisonnables, moins consommateurs. Et d'autre part, on voit aussi qu'ils sont de plus en plus tentés par des offres de services parallèles, par exemple pour la prise en charge logistique de leur voyage, pour convoyer les bagages, pour trouver des logements, pour réparer le vélo quand il crève, pour aller pour trouver une pharmacie ouverte à 23 heures, etc. Et donc, pour répondre à cette demande en progression, on peut imaginer inventer des nouvelles formules où plusieurs acteurs du tourisme s'associeraient et créeraient ensemble des produits intégrés. Je ne sais pas, par exemple, une traversée en vélo pour les familles qui comprendraient le prêt du vélo, le transport des bagages, le pique-nique avec des produits locaux, la visite de cave en Bourgogne, bien sûr, les nuitées d'hôtel, le restaurant et même la babysitter le soir. On peut aussi imaginer des croisières immobiles. Et là, je passe au deuxième type de clientèle, celle à mobilité plus réduite, souvent une clientèle vieillissante, ou dans un hôtel avec vue sur la mer, on va associer dans un même produit des expériences musicales et gastronomiques en présentiel, pour reprendre ce terme devenu à la mode, et des visites de sites virtuels, donc en distanciel, de lieux qui sont devenus inaccessibles, soit parce que le lieu lui-même est devenu inaccessible, parce qu'il y fait trop chaud à cause du réchauffement climatique comme en Inde, parce que il a été fermé comme les grottes de Lascaux, enfin pour plein de raisons, ou soit parce que la clientèle elle-même n'est plus dans des conditions physiques qui lui permettent de se déplacer jusqu'au site en question.
Et ces deux exemples viennent souligner en fait la nécessité d'hybrider, d'inventer, d'innover et d'hybrider des offres et de personnaliser des produits. Parce que c'est là sans doute une des clés pour pour inventer plutôt le futur du tourisme. Ça permet à la fois de créer du désir tout en s'adaptant aux multiples contraintes que j'ai évoquées auparavant. Et donc pour conclure, on ne va pas se mentir, ça va être très difficile. Il n'est pas question de quelques mois. Il est question sans doute d'enjeux de plus long terme. Mais la solution est dans le problème, les solutions sont dans le problème. Et il est important de se dire qu'on ne reviendra pas et on ne refera pas le monde d'avant. À partir de là, du moment où on accepte ça, avec tout ce que ça veut dire de douloureux, de sacrificiel, de ce que ça veut dire aussi de gens qui vont être débarqués et de souffrances humaines très importantes auxquelles on va assister, à laquelle on va assister dans les prochains mois, voire années, il faut accepter qu'on passe d'une période de confort, avec la croissance des classes moyennes et du tourisme, à une période de totale incertitude. On entre dans un monde où le risque va devenir une règle, une constante, bien davantage qu'avant. En même temps, on entre dans une période où il faut investir, il faut pouvoir réinvestir, alors que les réserves financières sont au plus bas. Donc là, on a une contradiction forte. Investir pour rénover, pour hybrider, pour changer, pour ajuster. Et puis, troisième paradoxe, c'est pas un paradoxe, mais troisième contrainte, il faut accepter de changer en même temps sa vision de son métier, de son activité et ses pratiques. Et c'est extrêmement difficile de faire les deux et en plus de devoir le faire vite. D'où la nécessité d'inventer des nouveaux produits, mais d'où aussi la nécessité d'inventer des systèmes de mutualisation de risques. Alors j'étais très intéressée d'écouter ce que vous disiez tout à l'heure, parce que je promets que je n'étais absolument pas au courant, mais je me disais qu'il était essentiel d'inventer des systèmes de mutualisation du risque entre les différents acteurs du tourisme et certainement avec les assurances, avec l'État, avec l'Europe, voire avec des fonds d'investissement dédiés, puisque vous avez de plus en plus de fonds d'investissement qui sont intéressés par faire émerger des produits durables. Et d'autre part, donc inventer des systèmes de mutualisation du risque et en même temps inventer aussi des indicateurs qui donnent la mesure de la qualité des produits touristiques, pour orienter les choix des clients en fonction de critères qui soient comparables, mesurables, et qui ne reposent pas seulement sur l'expérience client telle que la donne TripAdvisor, mais qui soient vraiment très concrets, et ce qui permettrait alors de vraiment venir en appui des investissements qui ont été réalisés en ce sens. C'est-à-dire que si on laisse aux réseaux sociaux le fait de faire la pluie et le beau temps, en matière de choix touristique, on n'aidera pas évidemment l'investissement. En revanche, si on met en place ce type d'indicateur de manière transversale avec l'ensemble des acteurs du secteur, et ben on peut de manière intelligente accompagner les efforts qui doivent être menés et donner des objectifs communs. Voilà un peu tout ce que je pouvais vous dire aujourd'hui dans toute l'incertitude qui est celle de la situation actuelle sur quelques pistes donc pour réinventer le tourisme. Merci beaucoup, madame. Effectivement, des pistes dans un monde difficile, on le voit, mais bon, il faut innover, il faut en permanence réfléchir à ce monde de demain, et je pense que c'est la solution, effectivement, pour s'en sortir, sachant que le tourisme reste malgré tout quelque chose de récurrent. On aura toujours la vision de vouloir, pour le touriste pur, découvrir autre chose. Et je pense que c'est ça aussi la chance de notre métier. Simplement, peut-être, effectivement, il faut apprendre à le faire certainement différemment. Et surtout pas sur le plan industriel, comme ça a pu peut-être être fait à un moment ou à un autre, mais sur un plan beaucoup plus personnel à laquelle je crois vraiment beaucoup plus. Merci en tout cas pour cette vision. Y a-t-il des questions à poser aussi bien à Madame Virginie Resson-Victor, que nous remercions pour cette brillante exposé, qu'à Hubert Jean, notre président national de la restauration? Mesdames, Messieurs, quelques questions si vous le souhaitez. Nous respectons Patrick, presque. Oui, j'entends. oui, bien sûr. J'entends Dominique Frachot. Oui, j'aimerais poser une question à cette
Bhutan qui nous a vraiment très intéressés. C'était parfait. J'ai eu un moment d'inattention et vous avez parlé à un moment de la Chine, de Thaïlande et autres. Est-ce que vous pourriez reprendre ces deux phrases de classement? Alors, c'est dans les impacts les impacts de la crise sur le secteur touristique. C'était dans le classement. En fait, les pays les plus touchés, la Thaïlande, elle est 2 fois dans les pays les plus touchés. Elle est à la fois en poids relatif, c'est-à-dire compte tenu du poids du tourisme dans son PIB. Et donc, elle se situe au 2e rang mondial dans les pays les plus impactés, puisque justement, son économie repose en très large partie sur la fréquentation touristique. Mais elle l'est aussi en valeur absolue, puisque c'est un pays où convergent énormément de touristes. Donc, elle est le 3e pays le plus touché par la crise, après les États-Unis et la Chine, et juste devant la France. Alors, plutôt loin derrière les États-Unis et la Chine, qui sont les pays très largement les plus impactés, mais là, c'est une question tout simplement de nombre. Et les États-Unis, c'est aussi beaucoup lié au trafic aérien, puisque il y a très peu de réseaux alternatifs de déplacement à la fermeture des États. Et donc, les États-Unis ont été touchés encore plus que, et le reste d'ailleurs, parce que vous avez vu qu'il y a des États, et en particulier des États très touristiques comme la Floride, où on reconfine les populations, la Californie qui vient de refermer les bars, les restaurants, etc. Donc là, on est dans le pays le plus touché, ce sont les États-Unis, d'autant plus aussi que c'est le pays qui sont les 2e touristes les plus dépensiers, si je puis dire, les dépenses par touriste. Si on classe les pays en fonction des dépenses par individu, par touriste, la Chine arrive en premier et les États-Unis en second, d'où aussi le fait qu'en chiffres, en valeur absolue, ce sont des pays extrêmement impactés par la crise. Voilà, donc c'est ça. Le classement en valeur relative, c'est Jamaïque, Thaïlande, Croatie, Portugal. Et en valeur absolue, c'est États-Unis, Chine, Thaïlande, France. Puis après, Allemagne, Espagne, Royaume-Uni et Italie. Voilà. C'est assez impressionnant parce que la Thaïlande est le pays au monde où il y a eu le moins de décès et où il y a eu le moins de malades. Et c'est eux qui en se pâtissent énormément. Non, je crois que le Japon, on a eu encore moins. Il y a des pays où il y en a eu encore moins, comme le Japon, la Nouvelle-Zélande. Ça fait partie des pays, oui, bien sûr. Et c'est ça qui est effrayant. Voilà. Bien, maintenant, merci beaucoup, madame.